Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler d'un concept qui vous est sûrement familier si vous êtes un investisseur long terme ou bien si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, c'est le concept de moat. Donc moat, ça s'écrit M-O-A-T, ça veut dire douve, ça veut dire rempart, puisqu'on parle ici de rempart concurrentiel. En fait, c'est le fait d'avoir un avantage compétitif durable qui permet de garder à distance nos principaux compétiteurs. Et des entreprises comme McDonald's, Apple, LVMH, Airbus et Boeing, Visa, Mastercard, enfin bon, on pourra en citer beaucoup, arrivent comme ça à laisser loin derrière leurs concurrents et n'importe qui essaierait de les battre, et il y en a beaucoup, ont énormément de mal parce qu'il y a ce fameux rempart concurrentiel qui les empêche de s'approcher. Un des exemples classiques, c'est Coca-Cola qui a plusieurs de ses avantages compétitifs sur ses concurrents. D'abord, Coca-Cola a une notoriété inégalée, une image de marque incroyable, des économies d'échelle ensuite qui lui permettent de produire moins cher, mais aussi et surtout un réseau de distribution qui lui permet d'être présent dans tous les magasins d'alimentation et restaurants de la planète. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a tendance à mettre un peu tous les géants technologiques dans ce gros panier des entreprises qui ont un moat, qui ont un avantage compétitif durable. Donc on considérait, ou on considère toujours pour certains, que Facebook a un avantage compétitif durable, que Alphabet, que Netflix, etc., etc. Alors ce qui est vrai, c'est que toutes ces entreprises, enfin tous les GAFAM un peu élargis, on va dire, toutes les géants de la tech, ont en commun d'avoir des marques très fortes. Ça, c'est vrai. Mais, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, elles ont des moats, elles ont des remparts qui sont très différents. Et ce que les marchés financiers ont découvert en 2022, c'est que certains avantages compétitifs de ces géants de la tech sont en fait très fragiles, ou en tout cas sont beaucoup plus fragiles qu'on le pensait. Et je pense bien sûr à Meta, maison mère de Facebook et Instagram, et Netflix, qui se sont fait prendre des parts de marché à une vitesse impressionnante. Commençons par Meta, donc maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram. Vous le savez, c'est une entreprise de publicité. Mais le moat, ce fameux rempart qui permet de garder les concurrents à l'écart, est censé être l'effet réseau. En fait, le business model de Meta, très rapidement, Meta va capter des gens grâce aux réseaux sociaux, elle va récupérer les données et grâce à ces données très précises sur les gens, elle va vendre de la publicité ciblée. Et en fait, la publicité ciblée, c'est le Graal parce que la pub qui passe pendant Koh-Lanta sur TF1, elle ne peut cibler que de manière limitée. En fait, la seule chose qu'elle sait sur vous, c'est que vous regardez Koh-Lanta. Elle ne connaît pas précisément votre âge, votre sexe, vos passions, etc. Alors que la pub Facebook, elle peut cibler exactement les hommes célibataires de 35 à 40 ans qui aiment le ski par exemple. Et c'est vrai qu'entre l'effet réseau qui permettait d'attirer un nombre incroyable d'utilisateurs, une récupération massive de données et l'une des plus grosses agences de pub du monde, on pensait que Meta avait un moat intouchable. Et puis le marché s'est mis à douter. Déjà, premièrement parce que TikTok est devenu le réseau social des plus jeunes, c'est l'appli de réseau social la plus téléchargée en 2021. Ensuite, il y a Apple qui a permis de bloquer beaucoup plus facilement la récupération de données sur ces outils. Et enfin, Amazon qui fait une belle percée dans le marché de la pub. Donc en fait, du captage des clients jusqu'au paiement par les annonceurs, on voit que Meta se fait attaquer un peu de tous les côtés. En fait, on se rend surtout compte que ce fameux effet réseau ne protège pas vraiment son business. Il n'y a pas réellement de barrière à l'entrée, puisque finalement n'importe quel réseau social peut arriver et se faire une belle place rapidement. Alors bien sûr, c'est pas n'importe quel réseau social, c'est TikTok en l'occurrence, mais qui a réussi à très rapidement attirer des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'utilisateurs, et très rapidement, donc finalement, cette fameuse barrière à l'entrée, ce fameux barrage, ce fameux rempart n'existe pas, ou en tout cas est beaucoup plus faible que ce qu'on pensait. Parce que c'est ça la question que se posent les investisseurs. Est-ce que Facebook a perdu son moat ? Moi, je pense que son moat est affaibli, mais qu'il existe toujours. Parce que ce que le marché a oublié, c'est que quand on a 3,6 milliards d'utilisateurs actifs par mois, comme l'ensemble des plateformes de Meta, la croissance sera naturellement plus faible une fois que vous avez saturé le marché. On a tous besoin de nouveautés, surtout les plus jeunes, mais si on regarde quelles sont les applications de réseau les plus téléchargées après TikTok, on va retrouver Instagram, Facebook et WhatsApp en 2e, 3e et 4e position. C'est quand même loin d'être ridicule. Mais le plus important, c'est de bien comprendre ce qui fait gagner de l'argent aux réseaux sociaux. Ce ne sont pas les ados qui mettent leurs vidéos pleines de filtres qui font gagner de l'argent au réseau, ce sont les annonceurs. Et pour le moment, quand on demande aux annonceurs sur quelle plateforme ils ont le meilleur retour sur investissement, ils citent Facebook en premier, Instagram en 2e,
LinkedIn, donc du groupe Microsoft en troisième, suivi de TikTok et YouTube. Et comme TikTok est le réseau des jeunes, c'est sûr que c'est un danger à long terme pour Meta, ça c'est clair. Quand les personnes qui ont 15 ans et qui passent tout leur temps sur TikTok vont avoir 25-30 ans, là, s'ils sont toujours sur TikTok et pas sur, par exemple, un nouveau réseau social lancé par Meta, c'est sûr que ce sera un souci. Mais en attendant, est-ce que vous savez qui passe le plus de temps par jour sur les réseaux sociaux ? Ben, ça va peut-être vous surprendre, en tout cas moi ça m'a surpris, mais ce sont les catégories 35-39 ans, 40-44 ans et 45-49 ans. Donc vraiment la tranche, on va dire 35-50 ans, c'est la tranche qui passe le plus de temps sur les réseaux. Et même la catégorie 50-99 ans passe plus de temps sur les réseaux que la catégorie 20-24 ans. Et comme vous le savez, ces catégories, on va dire, de plus de 35-40 ans, ce sont les catégories de personnes qui ont le plus gros pouvoir d'achat. Donc la menace TikTok, c'est clairement une menace à long terme, mais pour moi, ce n'est pas une menace à court ou à moyen terme. Surtout quand on voit la qualité, ou plutôt la non-qualité du contenu sur la plateforme, même si ça s'améliore gentiment. Le problème posé par Apple, donc, qui permet d'éviter d'être suivi par les applications, pour moi, est beaucoup plus sérieux. Parmi les GAFAM, Meta, c'est vraiment l'entreprise qui pose le plus de problèmes aux investisseurs en termes de rempart concurrentiel. C'est là où il y a le plus de doutes, parce que des entreprises comme Apple ou Microsoft ont, en tout cas pour le moment, un rempart concurrentiel qui n'a pas été touché et qui est toujours très solide. Mais ça, c'est pour une bonne raison, c'est que ces deux entreprises ont des remparts compétitifs qui sont beaucoup plus puissants que l'effet réseau. Et entre autres, ils ont, et je dis bien entre autres, parce qu'ils ont d'autres avantages compétitifs, mais ils ont un aspect qui est peu recherché par les investisseurs. En tout cas, c'est pas le mode qu'ils vont chercher en premier. Pourtant, moi, c'est un mode que j'adore. C'est ce que les anglo-saxons appellent le switching cost, c'est-à-dire le coût de substitution. Donc, c'est en fait la pénibilité que vous allez avoir à changer de produit ou de service. Imaginez une entreprise qui ne veut plus utiliser la suite Office de Microsoft, donc Word, Excel, PowerPoint, etc. Vous pensez réellement qu'elle peut basculer facilement sur les outils Google ou peu importe ? En fait, c'est carrément impossible avec les milliers, voire centaines de milliers de spreadsheets qui se baladent avec des formules complexes, avec des macros, etc. dans la plupart des boîtes. C'est vraiment impossible. Et bien sûr, c'est encore pire pour Windows ou bien pour le cloud. Et du côté d'Apple, c'est aussi très compliqué pour un particulier, par exemple, qui va avoir tout son écosystème Apple, avec son iPhone, son iPad, potentiellement le cloud ou bien l'Apple Watch, de passer sur Android. Et le meilleur exemple de coût de substitution, ce sont les banques. Parce qu'en fait, changer de banque, c'est compliqué, c'est quelque chose de pénible, et les clients ont une inertie énorme. Et à moins d'avoir de gros soucis avec une banque, ou bien d'avoir trouvé un crédit immobilier dans une autre banque qui va demander à ce que le salaire soit domicilié chez elle, par exemple, on a vraiment tendance à rester au même endroit. Et ça fait des dizaines d'années que c'est un des atouts majeurs des banques, notamment des banques de détail, d'avoir vraiment une inertie énorme de sa base de clients. Pour dire quelques mots sur Netflix, ils ont le même problème que Meta. Ils n'ont pas de coût de substitution. C'est très facile d'arrêter son abonnement Netflix pour passer chez Disney+ ou chez Amazon Prime, sachant que, notamment aux États-Unis, mais aussi un peu en Europe, il y a énormément de personnes qui sont multi-abonnés, donc qui ont plusieurs services de vidéos en ligne, et une fois qu'ils ont bien regardé le catalogue Netflix, c'est très facile pour eux d'arrêter celui-ci et de continuer avec les autres. Et justement, c'est ce qui fait que Netflix a perdu pas mal d'abonnés. Mais comme je le lisais récemment dans un article de Louis Lefebvre sur Zone Bourse, le revenu moyen par utilisateur de Disney est minuscule. Alors que Netflix, de leur côté, ont expliqué que eux, ils vont maximiser leur profit, enfin ils préfèrent maximiser leur profit plutôt que maximiser leur nombre d'abonnés. Donc eux ne vont pas se battre pour gagner des abonnés à 1 euro ou 2 euros comme est capable de le faire Disney. Et pour moi, le signe que le moat de Netflix, alors c'est un moat qui va plutôt être en termes d'image de marque et de contenu, le moat est toujours présent, même s'il s'affaiblit, parce que si on regarde le nombre de mentions de Netflix sur les réseaux sociaux, entre janvier et mai 2022, ils ont été mentionnés 12,3 millions de fois, contre 1,4 million pour HBO et 800 000 pour Disney+ et Amazon Prime. Donc on se rend compte un peu de la marge, parce que les discussions sur les réseaux, ça veut dire il y a telle série qui est sortie, regardez absolument le dernier épisode de machin, le nouveau film qui est sorti, et on a 12 millions chez Netflix contre 800 000 chez Disney+. Donc oui, on se rend compte que c'est encore Netflix qui fait le buzz, qui fait parler encore en termes de contenu. Donc c'est bien d'essayer de ramener beaucoup d'abonnés extrêmement peu chers, mais c'est pas sûr que ce soit une super
vraiment une super stratégie pour Disney+. Ma conclusion, c'est que les mots des GAFAM, on va dire des géants de la technologie en l'occurrence, ne se valent pas, et de très loin. Donc vraiment, en queue de peloton, on a, comme je disais, ceux qui n'ont pas de coût de substitution, ceux qu'on peut abandonner comme ça, et c'est bien sûr les plateformes, donc ça va être Meta, et puis c'est Netflix, comme je vous l'expliquais. Donc eux, ils sont en queue de peloton. Mais c'est pas pour autant qu'il faut minimiser leurs mots, parce qu'ils ont encore des marques qui sont très très fortes, des contenus aussi qui sont assez puissants. Alors je parlais du contenu de Netflix, mais si je parle par exemple du contenu de Facebook, il s'avère que cet été il y a eu beaucoup d'incendies pas très loin de chez moi, et je me suis rendu compte que, et de très loin, le meilleur moyen d'avoir de l'information en temps quasi réel venant des mairies, des pompiers ou bien des personnes qui étaient à proximité des feux, ça restait Facebook. Donc on a beau dire que c'est un réseau qui est mort, et c'est vrai que c'est un réseau qui est beaucoup moins dynamique qu'avant, il y a quand même encore des choses à prendre de ce côté-là. Et surtout, même si c'est vrai que le moat de Netflix et Meta a énormément diminué, ce qu'il faut voir aussi, c'est leur valorisation en bourse. Et en fait, le marché valorise ces deux boîtes en fait comme si elles n'avaient pas de moat, comme si elles n'avaient pas des marques extra puissantes, comme s'il n'y avait pas d'effet réseau, comme si elles n'avaient pas un catalogue de contenu qui commençait à être vraiment énorme comme celui de Netflix. Donc moat diminué, c'est vrai, mais moat toujours présent, et surtout moat qui se paye très peu cher en bourse avec les valorisations de Meta et de Netflix. Après, si on place tout ça donc sur une échelle de rempart concurrentiel, donc d'un côté Meta, Netflix, et à l'autre bout du spectre, moi je mettrais des entreprises comme Microsoft, bien sûr, Apple, j'en ai parlé. Je mettrais aussi Visa, Mastercard, par exemple. Je mettrais des logiciels très spécifiques comme tout ce qui est suite Adobe ou bien Salesforce, qui ont aussi un coût de substitution et puis, tout, en fait, qui ont des modes vraiment, vraiment très très puissants. Peut-être un léger cran en dessous, je mettrais Alphabet, parce que même si Alphabet est vraiment aujourd'hui incontournable en termes de pub, le mot est peut-être un petit peu moins solide que ceux que j'ai déjà cités, et un peu dans la même échelle, toujours avec des mots très puissants, mais peut-être pas les mots les surpuissants comme Microsoft. Je mettrais aussi Amazon. Alors Amazon, vous le savez, c'est deux business. Il y a le business qui rapporte du cash, qui est AWS, qui est le cloud. Là, bien sûr, mot hyper puissant, coût de substitution. Vous imaginez quand vous êtes une grosse boîte et que vous avez tout qui est géré dans le cloud d'Amazon, vous n'allez pas changer pour aller dans le cloud de Microsoft aussi facilement. Donc pour la partie cloud d'Amazon, mot très très puissant. Pour la partie e-commerce, j'en suis pas sûr. Bien sûr, la partie e-commerce a une image de marque qui est incroyable, un service client qui est top, une logistique, un réseau de distribution qui est vraiment super. Donc ça, bien sûr, c'est un mot puissant du côté d'Amazon Retail, Amazon e-commerce. Mais malgré tout, ça fait partie de ces mots technologiques qui n'empêchent pas un nouveau venu bien organisé, avec qui peut potentiellement faire sa place et prendre pas mal de parts de marché à Amazon, même si Amazon maintient les concurrents de côté sur la partie e-commerce en ayant des marges quasi nulles. En fait, c'est facile quand vous êtes un géant et que vous avez décidé de ne pas gagner d'argent sur une partie de votre business, c'est très facile d'empêcher les concurrents de venir parce que personne ne va rentrer dans un business qui ne gagne pas d'argent. Mais il faudra bien à un moment qu'Amazon prenne des marges dans son business e-commerce, augmente les prix, augmente sa marge, augmente les prix de livraison, et c'est à ce moment-là que peut-être de nouveaux concurrents vont entrer. Donc moi je suis très curieux de voir le moment où Amazon va commencer à gagner de l'argent sur le e-commerce, pour voir s'il n'y a pas des géants chinois notamment, qui peuvent arriver à se glisser dans son créneau. Voilà pour cette petite émission sur les mots technologiques qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. On le voit, ce sont des mots qui sont beaucoup plus fragiles, qui sont beaucoup plus périssables en fait. Et la technologie, c'est quelque chose qui arrive très très vite, mais qui peut aussi se périmer très très vite. Donc soyez prudents sur ces mots. C'est pas un mot classique industriel ou à la Coca-Cola qui met des dizaines d'années à s'installer et qui peut mettre des dizaines d'années à repartir. En technologie, c'est pas du tout ça. On peut avoir un réseau social qui explose en 1 ou 2 années et puis qui va potentiellement disparaître en 1 ou 2 années. Donc ce sont des mots, mais qui sont pas si durables que ça. Donc si le sujet vous intéresse, je vous mets 2 articles en lien. Un article de Tommy sur la définition du mot, les différents aspects du mot, dont celui dont j'ai un petit peu parlé aujourd'hui, qui est l'aspect switching cost, coût de substitution, et l'article de Louis sur Disney et Netflix, et notamment le fait que Disney a tendance à gonfler un petit peu son nombre d'abonnés et que ses revenus par abonné sont faibles, et beaucoup plus faibles en tout cas que Netflix. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, et à bientôt.